Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un très grand honneur, un très grand plaisir que j'ai à vous présenter le professeur Joël Ménard. Alors, en quelques mots, parce qu'on est nombreux à le connaître, il est professeur de santé publique. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que c'est indiscutablement un des plus grands spécialistes au monde, non pas de la maladie d'Alzheimer, mais de l'hypertension artérielle. Vous savez qu'il est président de la commission d'élaboration du plan Alzheimer et vous savez qu'il préside le conseil scientifique international de la Fondation Plan Alzheimer. Et je voudrais, par nos applaudissements, que nous témoignions de notre reconnaissance pour son immense travail dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et dans la lutte pour les patients, les aidants et l'ensemble des citoyens. Merci beaucoup, Joël. Donc, Joël, en juillet 2007, tu acceptes à la demande du président de la République de te charger du plan Alzheimer. Et en novembre 2007, la même année, tu présentes ton rapport au président de la République. Et dans ce rapport, tu insistes sur l'importance de l'éthique dans la maladie d'Alzheimer, en disant que dans la maladie d'Alzheimer, en fait, l'éthique, elle est présente à tous les moments, avant la prise de décision, au moment du diagnostic et jusqu'à la fin de la vie. Alors la première question que je voudrais te poser concerne donc décision éthique. Quand as-tu été amené à faire appel à l'éthique dans tes prises de décision? Et deuxièmement, je voudrais que tu abordes le problème de l'éthique de la communication d'une décision. Bien. Alors, plutôt que de faire un exposé, vous êtes, vous savez, tout seul debout devant un auditoire sympathique, mais réellement, avec les lumières, vous ne voyez aucun visage. C'est quand même un petit peu déplaisant. Enfin, pour moi, j'ai toujours réagi comme ça. J'étais content que Michel me pose des questions. D'abord parce que ça vous montre que le plan n'existe que par la rencontre de compétences. Et j'ai toujours dit que scientifiquement ou médicalement, je n'étais pas parti avec ces compétences. Et être à côté de Michel me rassure. Parce que vous savez très bien que lui, la compétence et les actions de sa vie ont été faites sur cette maladie qu'il a porté beaucoup. Et là, je me sens beaucoup plus à l'aise quand on est tous les deux que quand on me met tout seul pour dire des choses. Alors, on a un petit peu travaillé quand même, et la question qu'il m'a posée, je vais essayer d'y répondre avec le maximum de précision, d'honnêteté, etc. Alors, en ce qui concerne le plan Alzheimer, c'était très facile d'introduire de l'éthique pour une raison évidente, qui est évidente, c'est que c'est vrai que le plan 2008-2012, parce qu'il est à l'échelon présidentiel, a de l'impact. Chaque fois que vous faites une action de santé publique, si elle est au niveau d'un ministère, elle a un certain impact. Si elle est au niveau de 3 ministères, c'est mieux. Si elle est au niveau du Premier ministre, c'est mieux. Si elle est au niveau du président de la République, l'impact est plus grand. Donc, il était facile relativement de penser à un plan de santé publique, qui était une partie de mon travail depuis 1997, parce que d'autres avaient travaillé avant. Donc, la première réponse, elle est évidente. De 2001 à 2004, de 2004 à 2008, les gens, vous aviez travaillé. Donc souvent, quand j'entends le plan, je suis content qu'on parle du plan, bien sûr, mais c'est un long effort que les uns et les autres faisons et que vous avez fait, que je fais maintenant avec vous depuis 2001. Donc dans les autres plans, bien avant qu'arrive le plan Ménard, il y avait une réflexion éthique importante. L'organisation de la commission m'avait permis d'entendre des gens extrêmement motivés. Catherine Olivet, j'avais lu le livre de Blanchard, j'avais rencontré Françoise Xil, Françoise Forette avec M. Aquino coordonnait un groupe. Donc ce n'était pas, disons, un trait particulier de mettre de l'éthique dans le plan Alzheimer, puisque avant,
il y avait eu un travail qui avait été fait et qu'il a d'abord, en un premier temps, fallu comprendre, assimiler. Et donc, la première raison pour laquelle il y a de l'éthique dans le plan Alzheimer, c'est la continuité d'une réflexion de la France qui a introduit, indépendamment des côtés purement techniques et financiers ou autres de la maladie, une réflexion sur la philosophique, une réflexion de droit, une réflexion sur l'histoire des sciences. Et il me semblait tout à fait facile, d'après ce que les gens m'avaient dit. C'est en écoutant les gens, j'ai vu Emmanuel Hirsch une ou deux fois pendant le plan. Fabrice Gilles m'a apporté énormément par son livre, par les discussions. Donc tout ça, moi, le responsable d'un plan, c'est le porteur de la pensée des autres. Et donc c'est la première raison pour laquelle l'éthique... Alors la différence, et qui fait probablement l'originalité du plan de santé publique et qui peut avoir surpris les gens, c'est que on a voulu couvrir l'ensemble du problème. C'est-à-dire que dans un plan de santé publique, on a recommandé qu'il y ait des études de fait sur le lémurien, qui est un petit singe de Madagascar. Et a priori, on dit, mais les gens de santé publique, qu'est-ce qu'ils ont à faire de l'expérimentation, de parler de l'expérimentation animale, qui pose des problèmes d'éthique aussi, bien sûr. Et puis, à l'extrême, on quitte la partie purement technique et on budgétise certaines sommes d'argent sur l'éthique. Donc, ce qui n'est pas nouveau, c'est d'introduire l'éthique sur la réflexion d'Alzheimer. Ce qui est nouveau, c'est de dire aux gens... ben voilà, on met de côté, dans l'effort qui sera décidé par le gouvernement, une somme d'argent qui aura pour but d'encourager les gens à se rencontrer, donc les rencontres qui ont lieu à Reims, qui ont lieu ici, et puis à faire le RMA qui est animé actuellement. Donc le côté nouveau, disons, c'est de coupler une action théorique, il faut de l'éthique, à une action pratique. Et après, il faut quand même que vous sachiez, bien sûr, les uns et les autres, que chacun dans son travail pense que la somme d'argent consacrée à tel ou tel problème n'est pas suffisante. Et c'est normal. Mais en même temps, on vit dans une époque contrainte et le fait d'attribuer et de protéger certains financements est quand même extrêmement important, même s'ils n'ont pas l'ampleur de tout ce que l'on voudrait avoir. Et peut-être la chance que je ne sois pas responsable, que je n'ai pas été responsable directement des malades Alzheimer dans ma vie, fait que je ressens de la même façon, avec des nuances, avec des spécificités de la maladie, mais pour moi, les gens qui souffrent d'un cancer, les gens qui souffrent d'une maladie cardiovasculaire, les enfants qui sont autistes, et je l'ai écrit dans ma lettre au président de la République, moi, je ressens ces choses-là de la même façon et j'essaye de comprendre ce qui les différencie les unes des autres et éventuellement de compenser des retards financiers, scientifiques ou autres. Mais vous voyez le cadre dans lequel ça se situe. Alors, indépendamment de ce que les gens m'ont dit et de ce qui a été fait, au départ, bien sûr, j'avais ma propre vision de ce que peut être l'éthique. Mais je ne suis pas un philosophe. Quand Emmanuel Hirsch parle, je ne comprends pas toujours ce qu'il me dit. D'abord parce qu'il parle très vite, et aussi parce que les vocabulaires que de temps en temps les gens utilisent, moi qui ai un vocabulaire assez sec, il y a la déviation standard, l'écart type, c'est statistiquement significatif, c'est pas statistiquement significatif. De temps en temps, je peine pour comprendre les références philosophiques que les gens utilisent. Je crois que je ne suis pas plus bête que les autres, mais la culture n'est pas la même. Donc, il faut, à ce moment-là, se faire piloter. Et j'ai réfléchi avant cet exposé, toujours dans ma vie, à un certain moment, je me suis dit à dire, mais j'ai besoin qu'on m'aide sur le plan éthique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme d'action, quand on est dans l'action, et qu'on a un objectif très, très fort, c'est-à-dire qu'on veut que les choses avancent, on ne peut plus penser. Et à un certain moment, on peut aller dans une mauvaise direction sans s'en rendre compte. Parce que la direction dans laquelle vous avancez, c'est celle que vous a donnée vos connaissances, votre culture scientifique, médicale et autres. C'est aussi vos propres valeurs. Quand on participe à une action, on la fait en fonction de ce que l'éducation des parents vous a donné, les rencontres que vous avez faites, ce que vous a donné. Vous n'existez que parce que les autres autour de vous vous ont donné une structure. Et ce que vous m'avez apporté en me faisant travailler sur la mémoire, c'est que je me suis rendu compte que cette structure-là, elle est très profonde, elle remonte probablement à l'enfance. Donc on est enfermé à la fois dans ses connaissances et dans ses valeurs. Et à un certain moment, on se dit, mais si jamais mes valeurs ne sont pas partagées, ou si mes connaissances sont insuffisantes, comment faire? Et à ce moment-là, on fait appel aux autres.
Et pour moi, l'éthique, c'est ce moment où je fais faire appel à un groupe de gens venus de différentes origines, religieuses, philosophiques, juridiques, historiques, pour me donner des signaux qui m'empêchent, dans la volonté farouche que j'ai de faire avancer un sujet, de le faire en étant prisonnier dans un tunnel, soit de connaissances trop étroites, soit de valeurs non partagées. Donc l'éthique intervient. Alors, j'ai réfléchi, des exemples. Monsieur Lazare me demande en 1992 de préparer quelle peut être la place de l'INSERM dans les comités de protection des personnes à la suite de la loi Huriet. Eh bien, j'ai fait le travail qu'il me demandait, mais dans le groupe de travail, j'ai demandé, c'est la première fois que je la rencontrais, à Anne Fagot-Largeau de venir. Parce que je ne pouvais pas simplement, sur les bases techniques de ce que devait faire l'INSERM, savoir ce qu'il fallait faire, et son apport était l'intervention de l'éthique dans une réflexion sur la recherche chez les personnes humaines. Donc voilà un exemple. Après, on m'a dit qu'il faut organiser la conférence nationale de santé 96-97. Alors, tout est organisé, il y a 80 membres, ils viennent de telle origine, tel syndicat, autant de la province, Paris, les médecins, les non-médecins, tout ça a été bien écrit, impeccable, on applique la loi, les décrets, très bien. Mais à un certain moment, il m'a semblé quand même nécessaire que tous ces gens qui se réunissaient pour penser à des actions de santé publique pour la France dans les 5-10 ans qui viennent, qu'il y ait un regard extérieur qui vienne leur parler. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour M. Changeux en tant que scientifique. Je ne le connaissais pas directement, je l'avais vu une ou deux fois. Et on a introduit dans la conférence nationale de santé, et après les gens ont continué, des personnes venues de l'extérieur qui, à un certain moment, quand Jean-Pierre Changeux m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ?» Je lui ai dit « Vous dites ce que vous voulez. Vous êtes le président du comité d'éthique nationale, donc il faut que vous nous disiez... » Et il avait choisi l'information. Il avait dit le problème des années à venir, ça va être la dissémination des informations, le secret des informations. Et pendant 15 minutes, dans un plan qui n'était absolument pas prévu, il a transmis la pensée, sa réflexion du moment. Les années suivantes, il est toujours venu quelqu'un, et toujours avec le même esprit, c'est-à-dire qu'à un moment, dans l'action, on a besoin du regard des autres. Alors j'ai trouvé, parce que au début, vous savez comment quand on fait une conférence, les gens, il y a un comité d'organisation. Il devait y avoir Poncet, Hirsch dans le comité. Alors, ils disent, on va faire parler Ménard. Alors, ils mettent comme titre la décision médicale. Alors, Ménard, pendant ce temps-là, il pense à autre chose. Alors, on appelle affolé et on dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Oh, alors il me tranquillise, il me dit, ça va très bien se passer. Hirsch me dit, d'ailleurs, j'ai écrit, je vais vous envoyer mon traité de bioéthique. Je me dis, c'est bien. Je ne le regarde pas. Et puis... je le pose, et puis au moment où la date de la conférence s'approche, je me dis, je vais m'imprégner du traité d'Emmanuel Hirsch. 3 tomes, 700 pages chaque truc, 2100 pages, je m'écroule. Je m'écroule. Alors après, il a fait écrire d'autres ouvrages dont je me suis servi. Et dans ceux dont je me suis servi, Pierre Lecoz a écrit un livre, un petit opuscule. Alors pour moi, quand c'est petit, ça passe mieux. Alors, j'ai lu 2 fois son livre, et à un moment, il cite Auguste Comte et il dit on ne peut pas marcher dans la rue en se regardant marcher de la fenêtre. Et si vous voulez, j'ai trouvé que cette phrase représentait exactement ce que j'attendais des réflexions où tout le monde discute. Moi, je marche, je ne peux pas me regarder marcher, je ne veux pas me regarder marcher, et je pense que ça serait fou de me laisser aller tout seul. Donc je demande aux autres, de la fenêtre, d'essayer de me dire où ils croient que je vais, où ils croient qu'il faut aller. Alors je vais vous présenter une diapositive que j'ai construite après la réunion. Donc si vous me passez la première diapositive, vous allez essayer, je vais vous essayer de bien développer ma pensée, avec toujours ce petit moment difficile que les neurologues que je rencontre me disent correspondre à l'examen des fonctions exécutives, ce qui entraîne bien évidemment chez le patient d'un certain âge une angoisse terrible. Il se retourne vers la famille, en l'occurrence la famille qui est derrière les glaces, et il dit « Je vous remercie de m'avoir donné cela, mais je ne sais pas m'en servir. » Alors, voilà, c'est pas moi qui l'ai fait partir. Accélérez un tout petit peu, envoyez les diapos, j'essaye. Oui, voilà.
Donc, je voudrais résumer ce qui m'est venu en vous écoutant parler hier et qui correspond à une réflexion à la base, à la réponse un peu à la question qui m'a été posée sur l'éthique. Je pense que quand les gens racontent ce qu'ils savent, le scientifique, le sociologue, le psychologue, le médecin, le kinésithérapeute, toutes les différentes professions, ils ont à leur disposition une base de connaissances. Donc la décision de santé publique de la construction d'un plan va d'abord consister à recueillir les connaissances de toutes ces personnes. Et j'insiste sur le problème du vocabulaire. Hein. De temps en temps, on peut comprendre les concepts et on peut ne pas comprendre le vocabulaire. Donc on part sur des connaissances. Et plus elles sont dures, c'est-à-dire plus elles sont scientifiques, meilleures elles sont. Et là, il faut apprécier la qualité des travaux. Ce n'est pas parce qu'un travail est publié qu'il est bon. Hein. Un travail, ça s'apprécie, ça s'apprend. Il y a une mesure du plan qui est la lecture critique de la littérature médicale. Donc les connaissances se discutent, même quand elles sont publiées dans des bons journaux. À côté de cela, et aussi important à mon avis, il y a la perception. Autrement dit, qu'est-ce que les gens ressentent, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont leurs opinions. Et dans le plan, il y a des mesures qui ont pour but d'interroger des panels de gens. Alors, une femme, le plan, moi j'aime bien dire que c'est un tel qui fait ça, un tel qui fait ça, etc. Là, c'est Madame Pain qui fait ça à l'INPES et qui va le faire, où on a interrogé des gens. Catherine y a fait allusion hier. Donc, la première chose, c'est essayer de savoir mieux ce que les gens pensent réellement, de manière objective. Parce que dans la perception des opinions, il y a le langage courant qui fait que les gens pensent ça, ils le disent comme ça, mais après, on essaye, c'est une recherche qualitative, et puis après, on cherche aussi à avoir une recherche quantitative, et les pourcentages, quand on dit qu'à 90% des gens qui pensent que la recherche est importante pour la maladie d'Alzheimer, pour les gens qui croient, comme moi, que pour s'en sortir, il faut absolument ça, c'est quand même un encouragement terrible qui vient de la part des opinions des gens. Si les gens avaient dit, mais arrêtez, les cobayes humains, qu'est-ce que c'est que ces histoires de recherche, etc., c'était pas pareil. Ou si on s'était méfié. Mais à 90%, ils ont demandé ça. Donc, dans un cas, on apprend les techniques. Dans l'autre cas, on écoute les gens. Donc, c'est un mélange. Pour arriver à la décision de santé publique, c'est un mélange de connaissances objectives et de connaissances subjectives. Et puis, il y a un point qui m'a gêné, qui me gêne toujours, et qui est le problème le plus difficile. C'est l'expression des intérêts particuliers. C'est-à-dire que je comprends bien que les gériatres, ou que les neurologues, ou que les psychiatres, ou que telle ou telle profession, ou tel grade, ou telle chose, pensent que sa profession est la plus importante, ou très importante. Et puis, éventuellement même, c'est ce qu'on appelle un effet d'opportunité. À l'occasion d'un plan, on fait monter des idées qu'on avait avant, on fait monter sa profession. C'est tout à fait normal. Et comme je l'ai écrit en préparant un peu cet exposé, il faut acquérir une neutralité bienveillante. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement comprendre que quelqu'un vous exprime ce point de vue-là, on peut reconstituer les raisons pour lesquelles il l'explique, et on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a aucune raison de s'opposer à la personne. Il faut simplement l'intégrer dans les demandes des autres, qui sont parfois des demandes contradictoires. Mais si on n'a pas fait l'analyse précise des intérêts des uns et des autres, le bruit est épouvantable. On ne peut pas s'en tirer. Monsieur Mattei avait pris l'exemple hier soir de la vaccination. Je n'ai pas d'opinion sur ce qu'il fallait faire, pas faire. Simplement, j'ai pensé bien sûr à mon successeur Didier Houssin. Et tous les jours à la télévision, il y avait quelqu'un qui donnait une opinion, qui exprimait que vraiment, c'est pas ça qu'il fallait faire autre chose, etc. Et pendant un intervalle de temps de 10 jours, le bruit est tel qu'on n'entend plus rien. Et je pense qu'un certain nombre de gens qui s'expriment viennent aussi parce que c'est une opportunité de défendre tel ou tel point de vue, de défendre tel ou tel. Donc il faut analyser ces choses-là, surtout pas penser que c'est bien ou mal, c'est pas ça le problème, c'est de les intégrer dans les choses. Et après cette analyse des intérêts particuliers, le travail qui reste à faire, c'est la voie de l'intérêt général. Et ce qui est difficile, très difficile, et moi, de temps en temps, quand on m'invite, je ne peux pas savoir si ce qu'on fait est bien ou mal, et la question n'est pas là, il faut que quelqu'un le fasse. Donc,
En l'occurrence, j'essaye de comprendre. Et pour choisir le chemin de l'intérêt général, il faut d'abord aussi savoir quels sont les outils qu'on a à sa disposition. Donc il faut coupler, pour prendre des décisions, il faut coupler l'information subjective, objective, l'analyse à les différents leviers que vous avez à votre disposition. Qu'est-ce que vous avez comme levier? Alors, les gens, des fois c'est très simple, ils disent, mais on n'a pas assez d'argent. Oui, on n'a pas assez d'argent. Mais indiquez-moi un problème sur lequel on a assez d'argent. Hein, sur l'éducation des enfants, sur le logement, sur l'ensemble des choses. Chacun exprime son problème, sa misère, il la porte. Donc, les financements sont forcément réduits, et à ce moment-là, il faut essayer de savoir où on peut trouver des financements, et surtout, et c'est ce que fait magnifiquement Florence Lussmann, c'est de suivre après les choses. Donc tous les mois, elle réunit tout le monde pour voir exactement si on applique. Et c'est un parcours du combattant. C'est un parcours non seulement de trouver les financements, mais surtout de les faire arriver à l'endroit où ils seraient le mieux utilisés. Il faut utiliser aussi des règlements avec modestie, en discutant bien, mais il y a la loi, il y a les décrets, il y a les arrêtés, il y a les circulaires d'application. Il y a actuellement une chose qui me soucie, qui est le décret qui avait été pris pour supprimer la LD12 de l'hypertension artérielle sévère, sur lequel, 1, je me battrai, et 2, je suis en négociation avec le gouvernement. Donc il ne faut pas faire n'importe quel type de règlement, ça se négocie. Et puis surtout, et vous avez vu que c'était porté dans le plan Alzheimer de manière très forte, la formation sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais la fonction de couplage, la décision pour la santé publique, c'est une forme de couplage entre ces différents aspects de la réflexion. Et c'est bien de parler des choses, parce que c'est comme ça que les gens le connaissent, mais il y a un moment où, si on ne prend pas de décision, si on ne fait pas des choix bons ou mauvais, c'est l'enlisement. Donc voilà, disons, comment je vois l'intervention des autres, et comme je ne sais pas où il faut aller, pas plus que d'autres, à ce moment-là, la réflexion éthique intervient, puisque sur un certain nombre de points, je me dis, est-ce que je ne vais pas trop loin, est-ce que je pense mal, etc. Et les autres, se réunissant ensemble, font un éclairage différent dont il faut tenir compte. Donc si vous voulez, pour répondre à ta question, l'éthique, elle avait été inventée bien avant moi. Deuxièmement, oui, je pense que tous les gens qui sont engagés dans l'action ont besoin d'être aidés par la réflexion des autres pour ne pas s'enfermer dans des tunnels de pensée. Ok, merci. Dis-moi, quelques mots sur l'éthique de la communication de la décision. Parce que on reçoit quand même, nous citoyens, enfin moi citoyen, je lis dans les journaux, j'apprends par la presse des informations qui sont discutables, voire pas très bienfaisantes pour le citoyen. Alors, question. La décision, c'est difficile de la prendre. J'espère que, vous le savez tous dans votre vie de tous les jours, hein, c'est une balance entre différentes possibilités. Il y a un moment où la volonté s'active, on hésite, et puis brusquement, on tranche, on l'a montré hier, le nœud gordien, etc. Donc ça, c'est bien. Mais une décision qui n'est pas couplée à une communication, c'est une catastrophe. Alors, la médecine, c'est quoi? Quand vous êtes docteur, vous voyez, dans un intervalle de temps de 3 à 4 heures, 6 personnes successivement. Et c'est typiquement un métier de décision. Que vous le fassiez bien, que vous le fassiez mal, vous avez recueilli pendant un certain temps des informations, vous avez écouté la personne, vous l'avez examinée, et à la fin, il faut prendre une décision. Et Michel m'avait dit, on a mis le titre décision médicale parce que tu avais fait un topo autrefois chez M. Corvol au Collège de France sur la décision médicale. Non, ce n'était pas la décision médicale, c'était l'autorité médicale. Et ce qui m'avait frappé, c'est que l'on vient voir son médecin, on consulte chez le médecin et on en sort avec une ordonnance. Donc la médecine classique est cette balance entre les gens qui viennent pour avoir un avis, mais qui attendent, classiquement, une ordonnance. Donc l'ordonnance, la communication à la personne est horriblement difficile. Et j'étais ravi de voir hier que Mathieu Secaldi, sans qu'on n'en avait pas travaillé ensemble, c'est ce qu'il nous a dit. Hein. Il nous a expliqué comment, selon les chiffres qu'on nous donne,
on peut voir le même phénomène. Alors, il y a eu un prix Nobel là-dessus, hein, Tchaikovsky et puis Hahnemann, je crois, je ne sais plus très bien les noms, mais il y a eu un prix Nobel sur ces biais de jugement, sur ces biais de connaissance qui nous font prendre des décisions qui sont, sans qu'on s'en rende compte, biaisées par quelque chose. Et il nous en a donné de très beaux exemples, puisque quand vous présentez quelque chose avec une certaine formulation, vous entendez de manière différente. Autrement dit, si je vous dis vous avez 90 chances sur 100 de vous en sortir, vous êtes content. Et si je vous dis il y a 10 chances sur 100 qu'il y ait une complication, selon que j'utilise l'un ou l'autre, vous n'entendrez pas la même chose. Et ce qui fait peut-être aussi la beauté de la médecine, et je ne crois pas que la médecine se fasse par des questionnaires ou qu'elle se fasse sur Internet, même si on peut s'en servir très bien pour certaines choses, ça se fait aussi par une communication non verbale, de regard, d'insistance sur les choses. Si vous dites 90% ou si vous dites 10%, ce n'est pas pareil. Et c'est la même chose dans la communication grand public. Là, l'autre phénomène, et j'avais pris cet exemple-là parce comme l'a rappelé Michel, moi c'est le risque cardiovasculaire sur lequel j'ai travaillé toute ma vie. Donc depuis 1947 à Framingham, on a dit aux gens, on va faire ce qu'on appelle en termes scientifiques des équations de prédiction. Alors, et vous allez voir, ça arrive actuellement sur la maladie d'Alzheimer, en particulier pour les phénomènes vasculaires. Les gens travaillent, font de la recherche sur les équations de prédiction. Simplement, sur cette diapositive-là, elle montre 6 médecins, les 6 médecins avec lesquels on travaillait à l'hôpital Broussais, et à qui on représentait 2 fois de suite le même cas. Et on regardait comment ils classaient d'une fois sur l'autre. Alors on arrive dans quelque chose de satisfaisant, mais ce n'est pas loin d'être parfait. Et surtout, il y a une très grande inégalité entre les médecins, alors même qu'ils travaillent ensemble, qu'ils ont la même formation, qu'ils pensent pareil. Ils ne se situent pas au même niveau. Il y en a certains parmi nous qui vont avoir l'appui sur le risque, d'autres qui auront leur intérêt porté plus sur le bénéfice. Et quand j'entends les gens qui vous disent « mais c'est très simple, il faut faire la balance bénéfice-risque », mais la balance bénéfice-risque, c'est la double appréciation du bénéfice et du risque. Et globalement, en plus, dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas les mêmes qui vont avoir le bénéfice et qui vont avoir le risque. Donc, dans une grande envolée dans les audiences, les gens disent « mais il faut tenir compte de la balance bénéfice-risque ». Bien sûr, intellectuellement, bien sûr, mais en réalité, il y a une part subjective dans l'interprétation même du document objectif. Alors, quand on a ça dans sa tête, je ne sais pas dans quel lobe exactement du cerveau on le met, mais il y a un moment où il va falloir expliquer à la personne malade. Donc, ayant soi-même, étant affronté à une réalité scientifique que l'on voudrait être objective, en fait, on est dans une zone personnelle d'incertitude relative. Et à ce moment-là, on se tourne vers la personne et on fait une énorme recherche, que vous allez voir sur la diapositive suivante, j'espère. Je ne suis pas sûr que ça vienne complètement de moi. Alors, on a fait beaucoup de travaux pour essayer de voir comment les gens perçoivent le risque. Et on a trouvé qu'il y avait des tas de méthodes de communication pour, par exemple, encourager quelqu'un à prendre un traitement. Eh bien, c'est une approche, la médecine, plus on la connaît, plus elle est probabiliste. Plus on est amené à dire aux gens qui souvent voudraient un oui ou non, on est à dire une chose qu'il faut formuler de manière correcte et qui est très souvent mal formulée. On peut dire, vous appartenez à un groupe qui a telle chose. Mais quand j'entends très souvent dire aux gens, mais vous avez un risque de... oui, ce n'est pas ça la bonne formulation. Vous êtes à l'intérieur de personnes qui souvent ont, ou qui pas souvent ont, ça dépend de la circonstance. Il y a une énorme recherche qui est faite pour savoir comment visualiser les choses. Est-ce qu'il faut le visualiser avec des barres? Et à ce moment-là, brusquement, les gens vous disent, mais le bénéfice, monsieur Ménard, qui est amené en bleu, c'est quand même pas ce que j'attendais, c'est pas beaucoup. Et pourtant, c'est très important, puisque après, quand on fait toute la politique de prévention cardiovasculaire qui est si importante pour la maladie d'Alzheimer, elle repose sur le fait qu'on diminue de 20% le risque, de 30% le risque. Mais si je vous exprime les résultats d'une manière visuelle différente ou d'une manière parlée différente, vous n'allez pas faire les mêmes choix. Donc, il faut le faire avec une énorme prudence, il faut qu'il y ait beaucoup de recherche là-dessus, mais la communication du risque pour expliquer la décision, si elle doit être honnête, est difficile. Alors la question est-elle honnête? Est-elle honnête, monsieur?
la communication. Eh bien, un des thèmes que j'ai souvent dit à Emmanuel et que j'aimerais que les gens travaillent pour moi, c'est que je pense qu'on ne nous ment pas, mais ce biais de connaissances entraîne un emballement médiatique qui est terrible pour tout le monde. La banque, vous avez peut-être vu, ça me semble en particulier là récemment, assez fluctuant. L'action bouge. Et les personnes qui vous parlent des résultats, quand ils vous parlent des résultats et que par derrière il y a un support financier, ils savent les conséquences que la communication aura sur les actions. Donc, la communication a quand même tendance à être optimiste, puisqu'il est préférable que l'action monte plutôt qu'elle ne descende. Quand vous allez voir le ministère de la Santé ou quand vous allez voir des jurys, il faut quand même mieux dire que vous êtes bon que d'arriver en disant « je suis mauvais ». Si vous arrivez en disant que vous êtes bon, donc vous êtes amené à vous montrer sur le bon côté. Quand vous écrivez un article pour être soumis à des pairs, l'introduction consiste à rappeler aux autres, 1, que le problème est majeur. Alors, il y a 30 000 personnes en dialyse en France, 150 000 malades de telle chose, 850 000 malades de maladie d'Alzheimer, etc. Donc, nous sommes des gens importants, nous travaillons sur un problème important. Deuxièmement, les autres n'ont pas encore solutionné le problème. Mais troisièmement, vous allez avoir, la dernière phrase de l'article, vous allez avoir la solution du problème. Donc je voudrais que vous preniez conscience de ce mécanisme d'amplification obligatoire qui est un mécanisme social où chacun défend sa place, mais nous écoutons. Et le dernier relais, bien sûr, c'est la communication normale, reprise par les médias, avec une série obligatoire de distorsions, mais qui va toujours dans le sens où il faut être positif. Et on est obligé d'être positif. Je pense profondément qu'on verra le traitement de certaines formes de la maladie d'Alzheimer. Ce que je ne sais pas, c'est si moi je les verrai. Mais ça m'est égal, on travaille pour les autres. Donc, la communication des décisions, sans que ça soit une escroquerie, sans que ça soit volontairement, est enclenchée aujourd'hui dans un mécanisme de surévaluation. Alors classiquement, vous savez, l'an 2000, la bulle informatique, etc. Mais nous sommes dans un monde de bulles. Et quand la bulle pète, ça fait du mal à beaucoup de gens, y compris ceux qui y croient totalement. Parfois, ceux même qui font le travail, ils y croient totalement, au point qu'ils ne voient plus qu'éventuellement ils sont en dehors d'une certaine forme de réalité. Et pourtant, on prend la décision d'aller communiquer. Moi, je crois qu'il y a une réflexion à savoir quand on communique, pourquoi ? Est-ce qu'on communique pour se faire voir ? Est-ce qu'on communique pour défendre une idée ? Ou est-ce qu'on communique pour donner une vérité la plus objective possible ? Simplement pour augmenter le niveau de compréhension et de connaissance des gens. Donc dans la partie communication de la décision, à l'échelon individuel, fondamental, on l'a dit plusieurs fois, elle prend du temps, elle est en dehors totalement de toute activité de productivité, dès l'instant que c'est des tarifications à l'acte, quelle qu'elle soit, il y a une partie humaine qui ne peut pas rentrer là-dedans, donc ça c'est pour la communication individuelle. Et pour la communication générale, il devrait y avoir une éthique, et elle doit exister d'ailleurs, parce que j'espère, dans le livre de Emmanuel que je n'ai pas complètement lu, j'en ai quand même lu un petit peu, mais pas complètement, c'est une réflexion que je voudrais que vous développiez davantage. Moi, je suis responsable de rien, je suis totalement même irresponsable, mais incompétent, irresponsable. Mais le problème que j'ai, c'est que de temps en temps, j'entends des choses auxquelles je ne crois pas et je me dis, mais pourquoi ils disent ça ? Et quel est le moteur ? Est-ce que c'est d'avoir une page dans les journaux une fois, d'être interrogé à tel endroit alors que le chemin est long, qu'il faut être objectif et comprendre quelles sont les déviations qui peuvent se produire me semble important à analyser pour chacun d'entre nous. Donc voilà ce que j'aurais aimé, ce que j'avais envie de dire, parce qu'en réalité, Michel, on l'a fait ensemble, on a préparé ensemble. Mais moi, j'avais besoin de lui parce que je ne peux plus, j'ai beaucoup de difficultés maintenant à supporter, vous savez, le grand professeur Ménard, etc. Tandis que là,
le fait de travailler avec quelqu'un que je respecte, ça me permet de... Le but d'une séance comme celle-là, c'est de vous dire rapidement ce que je pense. Je ne dis pas que... Alors là, je reviens sur la communication. C'est pas pour vous dire que c'est ce qu'il faut penser. Je n'en sais foutre rien. Mais je voudrais que vous pensiez dans cette direction-là. Je t'ai peut-être aidé, en tout cas, j'en serais très fier parce que tu es très bon. Hein. C'est vraiment intéressant. Non, c'est vraiment très intéressant. Attendez. On croirait Emmanuel Hirsch et Catherine Bière. Bon, alors que je lui ai dit, c'est Poiret et Serrault. Mais bon. Alors, on change de thème. Il y a quelques mois, tu publies un livre que je considère, et je suis sûr que nous sommes nombreux dans la salle, à considérer comme un très grand livre. Ça s'appelle « Médecine de la mémoire, mémoire d'un médecin, le plan Alzheimer 2008-2012, professeur Joël Ménard ». Il faut lire ce livre. Il faut absolument, tout citoyen devrait avoir lu ce livre. Ah, je suis venu avec mon impresario, donc il n'y a pas de problème, continue. Continue. Et dans ce livre, il y a un chapitre consacré à la recherche. Et là, j'avoue que tu introduis un concept qui me met pas mal à l'aise, parce que je suis assez d'accord, mais qui pose problème, c'est le concept de devoir de recherche. Devoir de recherche pour le patient, devoir de recherche pour les aidants et devoir de recherche pour l'ensemble des citoyens. Et tu montres, en tout cas en ce qui concerne l'hypertension artérielle, les progrès considérables qui ont été faits par l'engagement citoyen de tas de citoyens à la recherche sur l'hypertension et à l'engagement de groupes sociaux, les médecins ou les bonnes sœurs. D'accord ? Oui. Alors, j'aimerais que tu précises ce concept. Je crois que c'est vraiment un concept de devoir de recherche. Alors, bien, comme j'ai essayé de vous le dire au début, si je dis à un moment devoir de recherche, c'est parce que ça me vient à la tête. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir une philosophie de ça. En réfléchissant au problème, on me dit qu'il faut s'en sortir de l'Alzheimer. Je réfléchis et dans ma tête vient ce mot de devoir de recherche. Alors comme souvent, d'abord je ne me rends pas bien compte, c'est les autres qui me disent ça peut être un concept, etc. Mais à un moment, pour bien m'assurer que je ne suis pas complètement en dehors de la plaque, j'en ai parlé à Emmanuel et puis j'en ai parlé à Fabrice Gzil. Parce que immédiatement, quand j'ai vu que les gens disaient que c'était un concept intéressant, moi j'ai éventuellement généré des résultats intéressants. Mais alors, générer un concept, je me suis dit, pourvu que je n'ai pas dit une bêtise. D'autant plus qu'on peut critiquer cette approche-là. Si Michel dit qu'il est désarçonné ou qu'il est surpris, ça veut dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, Fabrice Gzil m'a apporté un ajout qui est important, qui est le droit à la recherche. Donc après, quand on s'exprime complètement, c'est devoir de recherche, droit à la recherche. Alors je voudrais justifier le mot devoir. J'imagine que le mot devoir, selon votre origine professionnelle, n'a pas la même connotation, ou selon votre pensée religieuse, ou selon la manière dont vous menez votre vie. Les droits, les devoirs, c'est toujours difficile. Chacun a une vision un peu subjective de cette chose-là. Et dire qu'on a un devoir de recherche, on peut avoir l'impression qu'il y a une sorte de statut du commandeur qui arrive et qui dit aux gens « mais vous devez faire ça ». Alors, premièrement, le mot « devoir » n'est pas synonyme dans ma tête d'obligation du tout. Et je vais essayer de vous l'expliquer, de justifier tout au moins ce terme. Donc, notre société se trouve devant un problème de santé qu'elle ne maîtrise pas. Et notre société est amnésique. C'est-à-dire qu'on considère que tout ce que nous avons, c'est venu comme ça. Tous les problèmes sont réglés. On ne se pose aucune question. C'était un droit. On a le droit à la santé parce qu'on a beaucoup de choses. Puis brusquement, on se trouve encore devant un certain nombre de problèmes où on n'a pas ce qu'il faut. Mais on est tellement habitué
à raisonner, qu'on ne pose pas la question de savoir qui nous a permis de vivre comme nous sommes là. Imaginez, regardez l'âge moyen des gens dans cette audience, et entre 1960 et maintenant l'augmentation de l'espérance de vie, donc, mettons-nous en 1960, il y en a beaucoup parmi nous qui ne seraient pas là. Mais nous, bien sûr, non mais je l'emmène avec moi, parce que dans les vieux quand même, mais on ne se pose pas la question, c'est normal, heureusement c'est normal, et heureusement qu'on ne se pose pas la question. Mais quand on est face au problème, il faut essayer de voir ce que les autres ont fait. Et dans la pensée que j'ai essayé d'avoir à cette occasion-là, j'ai repensé qu'est-ce qui s'est passé sur la tuberculose, qu'est-ce qui s'est passé sur la poliomyélite, qu'est-ce qui s'est passé sur l'hypertension artérielle, de regarder les distances dans le temps à partir du moment où on connaît la maladie, à partir du moment où on est sans traitement, et on se rend bien compte qu'on ne raisonne pas en jours, mais qu'on raisonne en décennies et sur plusieurs décennies. Et avec toujours le même mécanisme. Là, les gens sont désarmés et ils s'organisent entre eux pour, face à l'absence de l'arme absolue, ils vont trouver des moyens de compenser, d'aider, de remplacer. C'est ce qui s'est passé sur la poliomyélite, c'est ce qui s'est passé sur la tuberculose. On a fait un système avec les sanatoriums, avec les préventoriums, avec toute la société s'organise. Mais il y a un moment où, en 1947, le Medical Research Council décide de faire un essai randomisé pour savoir si la streptomycine ça marche ou ça ne marche pas. Donc, par tirage au sort, la moitié des gens sont traités, l'autre moitié n'est pas traitée. On introduit une forme d'expérimentation humaine qui a été sur le sujet de discussion, qui est toujours le sujet de discussion. Quand on fait le vaccin aux États-Unis, est-ce qu'on fait le vaccin avec des enfants qui reçoivent un placebo et des enfants qui reçoivent le traitement actif, ou est-ce qu'on fait le traitement actif à tout le monde pour donner la chance et on se dit on va regarder ce qui se passe et on va bien le voir. Donc toutes ces choses-là que au fond l'Alzheimer m'a donné l'occasion de relire ont entraîné des discussions extrêmement fortes au moment où la décision est prise en 52, 53, 54 sous l'impulsion de quelques personnes, mais parce que depuis avant la guerre, les gens associés dans la lutte contre la poliomyélite avaient accepté, conçu cette possibilité-là qu'on introduirait brusquement dans leur pratique le tirage au sort. Et ça n'a pu être fait que parce que les gens s'y étaient préparés. Il y avait une pensée qui s'était faite. Donc, quand on se trouve devant une maladie inconnue, dans sa nature, elle n'est pas inconnue, disons, on sait beaucoup de choses, mais disons, on n'est pas capable de bloquer son évolutivité. Voilà la situation actuelle. Est-ce que ça suffit d'être un docteur, d'être une aide-soignante, d'être un administrateur, de faire bien son travail? Est-ce qu'on peut faire bien le travail sans prendre conscience que c'est un problème difficile et que toujours dans l'histoire, l'hypertension, la tuberculose, la poliomyélite, on a progressé en se mettant ensemble pour contribuer au progrès. Et ces gens qui ont fait ça pour nous, ma pensée, quand je disais devoir de recherche, était que, dans une forme de remerciement pour ce qui a été fait pour nous, vous êtes vacciné contre la poliomyélite, vous n'avez pas fait de tuberculose, il y en a 30% parmi vous, 20 à 30% parmi vous qui prennent un médicament antihypertenseur, mais ce n'est pas venu comme ça. C'est venu parce que l'ensemble des gens que j'ai cités, y compris les personnes malades, ont eu envie à un moment, ou ont accepté, ou ont voulu faire partie de ces thérapeutiques. Alors le mot devoir me gêne, parce qu'on pourrait croire, et c'est surtout pas ce que je voulais dire, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. La première chose, c'est l'autonomie, le respect de ce que les gens pensent. La manière de l'introduire est compliquée, mais il faudrait que dans notre société, un certain nombre de gens soient convaincus, comme je le suis pour moi-même, qu'on approche de quelque chose pour avancer. On ne pourra le faire que par une participation à la recherche. Et à ce moment-là, se pose la question, qu'est-ce que vous entendez par recherche, bien sûr? Première chose, c'est que tout ce qu'on fait en recherche, c'est d'autres qui l'ont vérifié. C'est indispensable. Deuxièmement, l'observation est une forme de recherche. Et troisièmement, la recherche, c'est un métier. Ça s'apprend, c'est dur. Mais on peut participer à la recherche sans être de métier
chercheur. Simplement, il faut se tenir au courant de quels sont les besoins pour progresser et dire, ah bah tiens, peut-être que là, on peut apporter quelque chose. Il faut être à l'éveil en permanence. Donc quand j'ai voulu dire devoir de recherche, j'ai voulu dire aux gens, dans le passé, c'est comme ça qu'on a progressé. Avez-vous la sensation que vous devez quelque chose aux autres là-dessus ? Je comprendrais que vous disiez non, parce que finalement, oui, il y a eu la guerre de 14, oui, il y a eu la guerre de 40, non, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde, et puis on arrive et on vit dans le présent. Mais le devoir de mémoire, le devoir de recherche, c'est cet ensemble-là qui, dans ma tête, à un certain moment, s'est croisé. Mais surtout, ce que je ne voudrais pas que vous disiez, c'est que de manière quand même autoritaire, je voudrais que, au mieux du travail que je faisais dans l'hypertension artérielle, nous voyions, avec Pierre Corvol et mon ami qui est au Collège de France actuellement, on voyait 1200 malades par an, et on disait à tous la même chose, bien sûr, mais il n'y en a jamais eu plus de 10% dans nos mains qui est accepté de participer à une recherche. Ça ne veut pas dire que les 90 autres pourcents, je les considérais pas comme mes malades, mais on disait aux gens, merci si vous le faites. Avez-vous envie de le faire ? Alors, dans la maladie d'Alzheimer, on revient à toute la discussion, qui est la capacité décisionnelle de la personne malade. Et on reviendra de cette façon-là au diagnostic précoce. Puisqu'il y a un moment dans la maladie où les gens, comme on l'a vu, analysent bien leur situation, peuvent en souffrir de manière différente, mais ils ont encore la maîtrise de leurs décisions. Et là, on a des problèmes, bien sûr, pour savoir ce qu'on va leur proposer, mais c'est déjà plus simple. Il y a un moment où ça devient extrêmement compliqué, et tout le travail que vous faites dans la réflexion éthique est formidable pour ça, parce qu'il fallait y penser, pas parce qu'on va trouver la solution, mais pour que les gens sachent qu'il y a un problème. Ce n'est pas obligé d'arriver clé en main. Mais le fait de prendre conscience, bien clairement, qu'il y a une difficulté, moi j'essaye de vous dire que oui, on va progresser sur la maladie d'Alzheimer, oui, on a besoin de types de recherche extrêmement importants, et non, ce n'est pas le professionnel de recherche qui va réussir tout seul. Il faut que, c'est tellement compliqué, il y a tellement de techniques possibles que chaque personne peut apporter à un certain moment une contribution en fonction de sa maladie, de son caractère, de son milieu social, etc. Et finalement, je n'ai pas trop envie de vous faire ce que j'avais dit, mais je voudrais que ça, j'espère que je le... Alors, le droit à la recherche, que m'a dit Fabrice aussi, c'est que moi je voudrais bien, il y en a un certain nombre de gens qui vont vous dire, mais on ne m'avait pas bien dit qu'on pouvait faire ça, pourquoi on ne l'a pas fait ? Et pour qu'ils le sachent, il faut bien le populariser, il faut que tout soit disponible sur Internet, sur France Alzheimer, à l'ONRA. Il faut que les gens sachent, voilà ce qui se fait. Et tout ce qui n'est pas disponible de manière officielle, ça ne se fait pas. Alors bien sûr, les professionnels disent on nous fait remplir des papiers, on nous surveille, etc. Mais les gens, ils ont le droit de savoir tout, et en particulier que certaines études, on n'en parle plus parce qu'elles ont échoué. Comme l'ensemble des gens ne vont parler que de ce qui marche, il faut comprendre aussi ce qui ne marche pas et pourquoi. Et le grand changement dans une approche objective de la chose, qui est horriblement difficile, c'est de quitter une approche un peu paternaliste que j'ai eue, que mes patrons ont eue, que j'ai probablement transmis à un certain moment et qu'on a coupé aux environs des années 85-90. C'est-à-dire qu'en toute bonne foi, on mélangeait la recherche et le soin. Et on disait, pour mieux vous soigner, madame, monsieur, on va essayer un nouveau médicament, une nouvelle technique. Et bien sûr, quand on propose les choses comme celle-là, on a plus de chances d'emporter la conviction, puisqu'on transmet sa propre conviction. Et ce n'est pas la vérité. Et une chose sur laquelle je suis à la fois très malheureux, mais très, très content, la vérité, c'est de dire, acceptez-vous de participer à quelque chose pour les autres qui, premièrement, ne vous fera pas de mal, et ce n'est pas moi qu'en suis juge, c'est le comité de protection des personnes, et éventuellement vous fera du bien, mais je ne peux pas vous le garantir. Alors après, une autre question qui se pose est de savoir si quand on rentre dans une étude, on est mieux soigné que quand on n'est pas dans une étude. Et si c'était le cas, ça serait désastreux. Si c'était le cas, ça serait désastreux, parce qu'à ce moment-là, les gens qui ne rentrent pas dans les études, ça veut dire qu'ils n'ont pas le meilleur soin. Rentrer dans une étude, c'est qu'on a défini le meilleur soin et on a accès au meilleur soin. Mais en même temps,
Si vous ne voulez pas rentrer dans l'étude, ou si vous voulez interrompre dans l'étude, vous avez toujours le meilleur soin qu'on est capable de donner à tel endroit, de telle et telle façon. Donc le langage est compliqué. Mettez-vous à la place de gens à qui on annonce une maladie, quelle qu'elle soit. Quand en plus, et peut-être au mauvais moment, parce qu'il y a un moment où il faut le faire, et il y avait une session à laquelle j'ai assisté avec plaisir sur le moment. Pour la recherche, c'est pareil. Il y a un moment où on n'en parle pas, il y a un moment où on en parle. Et là, c'est pas. On peut se dire, mais nos collègues réanimateurs, c'est pire le problème, puisque eux aussi sont obligés de faire des études et les gens ne sont pas en état, d'où la nécessité d'avoir inventé des systèmes avec la personne de confiance, etc. Donc eux sont dans des situations encore pires que nous. Dans une maladie chronique, on a du temps. Et l'art, c'est aussi l'art de la médecine, c'est aussi de proposer, de faire la proposition au bon moment et d'avoir le temps de la faire. Le temps est fondamental. Alors, l'exemple que je vais vous dire qui me fait beaucoup de peine. Moi, je travaille sur les enzymes, donc il y avait un médicament dans lequel on peut avoir des espoirs, le Semaglutide, qui est un médicament qui est à l'échelon du monde, qui est testé à l'échelon du monde. Je reviendrai sur ce problème mondial, d'ailleurs, au passage. Hein. Je suis trop long ? Coupe-moi. Mais vas-y, mon beau fils. C'est impossible. Il nous reste 9 minutes et je voudrais aborder une dernière question. Voilà. Alors, je suis exactement comme quand la ministre arrive dans la salle où brusquement le conférencier est... Ah oui, 9 minutes. Je me dis, mais comment il fait? Il a une horloge dans la tête? 9 minutes. Bon, alors, bref, quand on rentre dans une étude, on est en situation d'équipoise et il faut dire aux gens qu'il y a autant de chances que ça marche ou que ça ne marche pas. Et quand on n'est pas capable de le faire, et ça prend du temps, et c'est difficile, et c'est une réflexion personnelle profonde. Mais ça ne peut marcher que si toute la société l'a accepté. Et si on a choisi cette question-là avec Michel, c'est parce que ce n'est pas des initiatives individuelles. Il faut qu'il y ait un état d'esprit dans la société avec un minimum de compréhension du problème et l'acceptation. Et moi, je considère que pour le truc qui m'a fait le plus plaisir, bien sûr, dans le plan, c'est que quand les gens disent à 90% qu'ils ont confiance dans la recherche, c'est bien. Ça nous donne donc la possibilité d'aller plus à fond dans l'information. Mais plus à fond, c'est plus de capacité d'écoute, plus de temps. Merci. Donc 2 minutes. Hein. Ah bah, 8 minutes. Ah non, 8 minutes, oui. Ah oui. Ça va, on a le temps. Je suis censuré. Ça va. Non, pas du tout. Alors, si. La dernière question, je suis sûr qu'elle tient au cœur de beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, c'est très important. C'est le problème de l'annonce du diagnostic et de la notion de diagnostic très précoce. Je vais te dire très franchement que pour moi, clinicien de base, ancien clinicien de base, je suis à la retraite, mais ça a toujours été vraiment un gros problème de conflit de valeurs entre mon devoir, entre ce qu'on appelle, ce que le cause, d'autres appellent le devoir de loyauté, et mon devoir d'humanité, et mon devoir de ne pas mal faire en voulant être loyal. Voilà, donc c'est ça la question que je te pose. Quid de ta position sur l'annonce du diagnostic, le diagnostic précoce, et éventuellement sur le dépistage? C'était une difficulté très forte au début du plan, quand je rencontrais les gens. C'est-à-dire que de manière indifférenciée, on utilisait les mots dépistage, diagnostic précoce et même, ce qui est absolument impossible, dépistage précoce. Donc, il m'a semblé, par opposition à d'autres milieux scientifiques ou médicaux, que les concepts n'étaient pas clairs. Dépistage, les gens ne se plaignent de rien, on va vers eux et on leur propose une stratégie avec des règles qui sont très précises, qui ont été écrites par l'OMS, et quand on regarde ces règles, la maladie d'Alzheimer, malheureusement, ne s'applique absolument pas, puisque l'une des premières règles est d'avoir un traitement et la capacité de proposer le traitement à tout le monde. Donc le traitement, c'est ça aussi qui est ambigu, on a des thérapeutiques, mais le traitement qui modifierait l'évolution des maladies, on ne l'a pas. Et de toute façon, s'il apparaissait, il faudrait immédiatement s'organiser. Et le plan était fait de telle sorte que si jamais il y avait le miracle d'un médicament, dans 1 an ou 2 ans, on peut avoir des surprises. Il faut vivre aussi sur l'idée de la surprise. Il faut être organisé pour diffuser le traitement. C'est ce qu'on avait vu dans le sida autrefois. Donc d'abord, avoir une terminologie claire.
Alors on est arrivé quand même à peu près maintenant, j'entends encore de temps en temps des dépistages précoces, mais il faut barrer le mot dépistage, il faut barrer le mot précoce, et diagnostic précoce rejoint maintenant la question que pose Michel, et qui est de manière tout à fait générale l'annonce d'une maladie. Pour ça, il faut d'abord s'être entendu sur ce qu'est la maladie, qu'est-ce qu'elle est. Quand il y a une distribution continue d'anomalies, c'est très difficile de choisir un seuil. Donc il faut déjà avoir une idée un petit peu précise de ce dont on parle. Et au mois de mai de cette année, un ensemble de travaux du monde entier a permis de préciser mieux les critères, le langage, ça c'est important. L'annonce de mon expérience de médecin, le corps médical tel que je l'ai vécu, j'ai eu la chance de travailler avec des hommes comme Miliez ou Lagrue qui avaient des réflexions qui probablement nous poussaient, quand on était jeunes, à penser davantage. On avait reçu Ivan Illich, on avait réellement toute une réflexion. Le corps médical a toujours été du côté conservateur sous l'angle de protéger ses malades. C'est la persistance de cet aspect sympathique, paternaliste, de ce qu'est la médecine sans médicaments, mais qui consiste à dire que toutes les fois qu'on va dire quelque chose à quelqu'un, on va lui faire peur. Alors, quand vous me parlez beaucoup de l'annonce de la maladie d'Alzheimer, je voudrais que vous vous rappeliez qu'en 1967, 68, 69, les médecins, quand je venais comme ça faire des topos, c'était le tout début, ils disaient « mais moi, je dis jamais l'attention aux gens. Je dis jamais l'attention aux gens ». Et on arrivait en disant, mais non seulement vous devez la dire, mais vous devez la noter dans le dossier, parce que vous ne vous en rappellerez plus. Et à travers l'appareil de tension où personne ne voit rien, les gens disaient n'importe quoi. Alors, oh, celui-là, je vais le rassurer. Oh, celui-là est anxieux. Oh, etc. Donc, surtout, vous ne dites rien. Le cancer. Donc, je suis à la Direction générale de la santé. J'ai la chance de rencontrer Pujol, qui a fait les états généraux du cancer, qu'il y a toujours des gens qui entraînent le milieu. Et à ce moment-là, on dit, mais le cancer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut bien l'analyser. Je mettrai une dernière diapositive que j'ai tirée d'un bouquin de Emmanuel et qui est importante pour moi. Donc, la dernière minute, ce sera cette diapositive-là. La manière d'aborder le problème, de ne pas le cacher, ce n'est pas nouveau, ce que je veux dire. C'est un mode de raisonnement du médecin. Et lorsque je voulais m'entraîner, donc j'ai pris des films de Florence Pasquier, de Michel Poncet, j'ai été faire ce qu'on appelle des réunions avec des médecins traitants. Et la première chose qui sort est une réaction, mais pourquoi vous parlez de maladie d'Alzheimer si vous n'avez pas de traitement? Puis le mot Alzheimer, ça va faire peur, etc., etc. Et puis j'entends la même chose, mot pour mot, que ce que j'entendais sur l'attention. Si vous dites l'attention déjà, vous allez faire peur. Et si vous dites le mot Alzheimer, vous allez faire peur. Et les gens qui me le disent, comme je vous l'ai dit au début, moi je les respecte. Ils me racontent leur vie de tous les jours. Ça doit être comme ça. Et il va falloir petit à petit introduire une culture différente, une pensée différente. Mais ce problème de l'annonce auquel nous sommes amenés à faire face les uns et les autres, il n'est pas nouveau et il ne s'implémente pas du jour au lendemain. Autrefois, on disait qu'Issinger, c'est un mec fantastique, il a eu 4 pontages coronariens et les pontés coronariens montraient leur poitrine. Et la personne qui avait un cancer du côlon, il disait jamais qu'il avait eu un cancer du côlon. Et pourtant, les pronostics, quand on regarde un certain nombre de choses, les pronostics sont les mêmes. Mais le vécu de l'athérome n'était pas le même que celui du cancer. Et quand Pujol arrive, c'est un homme d'Avignon, M. Serin, qui a pensé la consultation d'annonce, toutes ces choses-là. Et on est quand même en 1999, on est aujourd'hui en 2011, la situation a changé. Et nous, me semble-t-il, ça va changer. On va s'améliorer, on va être meilleur. Donc, la manière de répondre aux médecins que je crois avoir trouvé en réfléchissant, c'est qu'ils pensent souvent diagnostic pilule. Diagnostic pilule, diagnostic pilule. Et ça, c'est une simplification de la médecine. Ce n'est pas le cas. Quand, par contre, on va plus dans le détail sur les problèmes d'organisation de la vie, de directives anticipées, d'utiliser les possibilités des gens pour encore s'exprimer au moment où ils le peuvent très très bien, c'est des gens comme tout le monde. Surtout que, avec les techniques qu'on a, on va aboutir de plus en plus tôt. Ça, c'est sûr, on aboutira de plus en plus tôt. En se méfiant là aussi des poussées commerciales. Puisque tout ça, les tests neuropsychologiques vont durer 2 heures à 3 heures, mais si vous avez une feuille à cocher et vous mettez examen radiologique, alors là, c'est fait en 2 minutes, vous cochez la feuille et après les gens se débrouillent. Et puis même l'APL, en expliquant bien ce que c'est une ponction lombaire, on peut arriver à faire. Donc on peut arriver à faire une médecine complètement mécanistique qui
à des risques de faux positifs et de faux négatifs que les gens ne voient pas complètement. Et il faut donc là aussi avoir une culture très particulière de l'annonce basée sur des faits très objectifs et surtout pas excessifs. Donc, ce qui touche les médecins, c'est d'abord, on voudrait tous avoir quelque chose de bien précis, on est formé pour ça. Et puis, on est touché quand on se rend compte qu'on peut organiser autre chose, bien sûr, que la simple prescription d'un médicament. Et dans le détail, c'est là où je crois que les gens qui travaillent sur le plan, j'insiste toujours, c'est le plan, il est fait par les autres, c'est ce qui est fait pour comprendre comment, dans chaque territoire qui peut être touché, on peut encore apporter quelque chose de très important pour les gens. Quand on peut leur donner la possibilité de s'exprimer le plus longtemps possible, et à un certain moment, c'est absolument formidable. Et le fait de cacher, c'est voler, pour moi, c'est un peu voler aux gens une partie de leur liberté de s'exprimer, parce qu'il y a un moment où brusquement, alors mais vous me le direz, docteur, quand est-ce que ça va arriver? Et là, on ne le sait pas. Parce que la probabilité d'évolution des maladies, moi je peux vous dire qu'un malade sur 3 ira mal, un malade sur 3 ne bougera pas, et un malade sur 3 va peut-être s'améliorer. Seulement quand je suis devant la personne elle-même, je ne sais pas s'il est dans le premier tiers, dans le deuxième tiers ou dans le troisième tiers. Donc avant de s'exprimer, il faut un sacré entraînement pour savoir manier les mots correctement et changer son vocabulaire d'une personne à l'autre. Donc il y a tout un art, et comme Michel fait oui de la tête et que c'est off, je vais aller sur la dernière diapositive. Voilà une partie des sources de ma réflexion. Et je voulais attirer votre attention sur une chose. Parce qu'on va dire, mais le plan a fait un dispositif d'annonce. Donc, le dispositif, c'est un mot qui me hérisse. Qui me hérisse. Parce que l'annonce, c'est une discussion tout à fait personnelle, intime, avec la personne avec qui vous avez le plus confiance. Une fois, c'est votre médecin traitant, une fois, c'est tel spécialiste, peut être la personne que vous choisissez. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous allez d'abord aller voir le médecin généraliste, puis vous verrez le neurologue, puis vous verrez la psychologue, etc. Et donc, je vais vous faire un dispositif qui va vous permettre d'avoir tout ça. Et moi, j'étais obligé de participer à ça. Il y a eu tout un groupe qui avait été animé par Claudine Blum-Boisgard, par Madame de Saulles. Les gens ont écrit, ils se sont creusés la tête, et c'est formidable, parce que l'organisation dans le maladie d'Alzheimer, elle est quand même compliquée. Et puis, très souvent, les gens se braquent. Alors, il y a ceux qui sont pour ça, chacun ses opinions, toutes respectables. Donc, à ce moment-là, on croit avoir dit, on va dire, oh, mais on va avoir un dispositif d'annonce. Et j'avais vécu, puisque c'était la période où j'étais directeur général de la santé, sur l'annonce du cancer. On avait dit annonce et ancrage, et puis c'est devenu comme ça, annonce, consultation multidisciplinaire, etc. Mais là, ce qui est écrit, pas par moi, hein, mais par des gens que je ne connais pas, mais qui ont, l'article est intéressant à lire, il est bien fait, je me dis, ils ont réfléchi, je ne connais pas leur passé, mais quand je lis, je sens quelque chose. On a abouti à une approche désincarnée du problème. De tout cela ressort l'impression d'une intrusion, du contrôle de ce qui est le plus intime dans la relation et qui lui donne cette dimension humaine et éthique. C'est ce que réclament les patients et que souhaitent les professionnels, auxquels on ne laisse comme prospective que l'évaluation et la sanction de ce qui ne mesure ni ne se compare. On est ainsi passé du paternalisme médical au protectionnisme juridique. Je le dis avec beaucoup de prudence, madame, je sais que vous allez... Non. Mais avec sympathie, hein, aussi, avec sympathie, on a besoin d'être protégé par les lois, qui constitue une nouvelle forme de pouvoir portant atteinte à l'autonomie des patients. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est que quand on parle de dispositif, c'est un langage qu'on utilise entre nous pour mieux s'organiser, mais ce n'est pas de dire qu'on a un dispositif, qu'on a réglé le problème, on le masque peut-être encore plus derrière tout ça. Donc voilà les points que j'aurais aimé partager avec vous sur l'annonce, avec cette sensation profonde que quand vous m'avez la gentillesse de m'inviter, vous me donnez 1 heure, enfin presque, hein, ou une demi-heure, je ne sais pas, pour essayer que je vous dise ce que je pense dans ma vie de tous les jours. Je vous dis, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas quelque chose de particulier, c'est que quand vous êtes amené à penser à la maladie d'Alzheimer, voilà le genre de truc que vous pensez, que je suis content d'avoir partagé avec vous. Merci beaucoup, Joël. Merci infiniment.